Les premiers arrivants noirs en Nouvelle-Écosse arrivent il y a de cela 200 ans, comme esclaves avec les loyalistes. Avec la guerre d'indépendance américaine, les Britanniques promettent aux Américains, noirs et blancs, qui s'installent dans les colonies anglaises, des terres, des provisions, tout cela libre de servitude. D'autres Noirs viennent en réfugiés, fuyant l'esclavage. Hélas, le sort réservé aux Noirs ici n'égale en rien l'Eldorado promis par les Anglais. Les loyalistes blancs reçoivent les plus belles terres, les plus fertiles. Les quelques parcelles de terre réservées aux Noirs sont incultes et des plus rocailleuses. Les réfugiés noirs sont confinés aux abords des villes et villages blancs. Tant à la ville qu'à la campagne, ghettos et taudis apparaissent. Dans la région d'Halifax, il y a eu Africville, un quartier situé loin du centre-ville où se sont installés 400 Noirs. Ils y vivent isolés et surtout oubliés des autorités municipales. C'est le bas quartier d'Halifax sans service d'eau et d'égout à proximité du dépotoir municipal. Au milieu des années 1960, la ville d'Halifax, plutôt que de donner les services essentiels à Africville, décide de relocaliser la communauté noire. Aujourd'hui, le quartier est rasé et fait place à un parc. Ses habitants sont éparpillés et beaucoup vivent dans des HLM dans le nord de la ville. Si la ségrégation existe dans l'établissement des villages, la séparation entre noirs et blancs aussi est claire dans le système scolaire. Ce n'est qu'en 1954 que les lois scolaires ségrégationnistes disparaissent en Nouvelle-Écosse. On intègre noirs et blancs dans les mêmes écoles. Mais en réalité, dans les régions rurales où les Noirs sont majoritaires, les élèves noirs font leurs cours élémentaires entre eux. Puis, en ville, dans les quartiers défavorisés, blancs et noirs se retrouvent presque à égalité dans les classes. Mais au secondaire, les écoles sont situées hors des quartiers où sont les Noirs et ils se retrouvent en minorité. C'est le cas de l'école secondaire de Cole Harbour, près d'Halifax, fréquentée par 1800 élèves et où les Noirs forment 9% de la population étudiante. Ces images troublantes ont été tournées à la mi-janvier sur le terrain de l'école de Cole Harbour. Les 2 jours précédents, sans caméra comme témoin, des batailles semblables, parfois plus violentes, entre élèves noirs et blancs ont éclaté. Résultat, 5 élèves subissent des blessures mineures, des étudiants sont suspendus pour avoir participé aux batailles raciales et des accusations sont portées contre certains élèves. L'école ferme pendant 2 jours et des agents de la GRC patrouillent les abords. Question de calmer les esprits. Darnell Tolliver a 19 ans. Il termine cette année son secondaire à l'école de Cole Harbour. Comme la majorité des élèves, il n'a pas été témoin des coups de poing échangés. Pour lui et d'autres, les événements ont été exagérés. Most of the students know that it wasn't that big of a deal, like to close school, like for something like that. They could have handled the problem. Like, I don't think this is going to go on anymore. You might have a couple of fights between students, but nothing like this if the media, is blown out of proportion. What kind of racist problem you had before? Like you said, this fight was kind of too much. But what kind of racist? Was it comments said to you or to some of your friends? Oh, well, me, myself, I haven't experienced any racial comments to me or to any of my friends, like the friends that I normally hang around with. Like, it's just like some people that I talk to but not really socialize with so much. Maybe they had something to say, but I'm not, for me to say, like, that I did hear any racist, I didn't hear anything myself. Ralph Surette est journaliste, mais aussi parent. Il vit dans une localité à forte proportion de Noirs. Ses 2 filles fréquentent une école où Noirs et Blancs se côtoient. Pour lui, le racisme en Nouvelle-Écosse, c'est le résultat de l'ignorance. Cela même après plus de 200 ans d'histoire commune. Je jugerais que moins que 10% des Blancs sont vraiment racistes, c'est-à-dire qu'ils haïssent les Noirs à cause de la couleur de leur peau. Mais il y a un plus gros problème, toute une zone grise, là, que je dirais qui se trouve chez 50%, disons, des Blancs, qui ont des attitudes qui... certains connaissent pas tellement les Noirs, certains en connaissent, mais ils font des distinctions raciales en tout cas. C'est des gens qui sont pleins de stéréotypes, pleins de mythes envers les Noirs, pleins de peurs aussi, spécialement les peurs qui sont irrationnelles,
totalement irrationnels et qui sont extrêmement drôles. Moi, depuis mes 15 ans ici, j'ai entendu dire à quelques reprises qu'il y avait certains étudiants qui n'osaient pas utiliser les toilettes dans les écoles intégrées. Ça à cause de peur qu'il y avait que les toilettes étaient remplies de voyous noirs et tout ça qui allaient les battre. Ici, à l'école, après les incidents de l'école de Cole Harbour, il y a un enseignant qui a demandé aux élèves combien entre eux avaient peur d'utiliser les toilettes. Et à moitié des Blancs ont levé la main. À moitié des Blancs, je veux dire, ça c'est énorme. Et la question, il faut se demander la question, là, si à moitié des Blancs peuvent utiliser les toilettes sans problème, qu'est-ce qui est le trouble avec l'autre moitié? Je veux dire, évidemment, c'est totalement irrationnel. Ce qu'on trouve chez les Noirs aussi, c'est une peur peut-être légitime, mais ils n'ont pas arrivé au point où ils peuvent vraiment décoller. C'est la même peur. Moi, je vois des parallèles souvent avec les Acadiens de 30-40 ans passés. Je veux dire, des gens qui n'osaient rien dire, franchement. Et en fait, la masse des personnes n'osaient rien dire. Et les attitudes envers les Acadiens, c'était un peu les mêmes qu'on voit envers les Noirs. Je veux dire, une des insultes là, que j'ai entendues face aux Noirs, c'était « ben, va-t'en en Afrique ». J'ai entendu ça avant. Je veux dire, si tu parles français, va-t'en en France. On remet en question le droit de la minorité d'être où elle est et d'être qui elle est. La situation sociale et économique des Noirs est loin d'être reluisante. Tout comme il y a 200 ans, ils vivent en grande partie sous le seuil de la pauvreté. Ce petit village, c'est North Preston, une agglomération noire à une trentaine de minutes d'Halifax. Le taux de chômage ici, comme dans toutes les régions rurales où vivent les Noirs, se situe entre 70 et 80 %. À Halifax, le taux de chômage chez les Noirs atteint les 35 %. Et de plus, en Nouvelle-Écosse, la minorité visible noire demeure invisible dans les rôles clés. Il n'y a que 208 fonctionnaires noirs sur les 10 000 et à Halifax, on compte 4 policiers noirs sur 254 et aucun pompier noir. Plusieurs porte-paroles de la communauté noire attribuent ce faible taux de participation des Noirs à la vie publique à leur niveau peu élevé d'instruction. 43 % des Noirs terminent leur secondaire et 10 % obtiennent un diplôme universitaire. Debbie Jones fait partie de ce groupe. Elle a complété un baccalauréat en éducation en bénéficiant d'un programme spécial à l'université, un programme qui encourage les minorités à terminer leurs études afin d'agir dans leur communauté comme modèle pour les plus jeunes. C'est à vous de trouver la bonne préposition. Debbie est de retour chez elle à Truro où elle enseigne le français. Elle est la première enseignante noire de son école. Et si les Noirs manquent d'intérêt face à l'école et aux études, selon Debbie, c'est que le programme d'études ignore les Noirs, leur origine, leur histoire. Quand ils me voient, par exemple, il y a certains élèves ici au lycée qui sont gênés, vraiment gênés. C'est étrange, mais ils sont gênés, ils ne veulent pas voir notre noir. Il y a des élèves noirs et blancs, par exemple, quand ils pensent que je n'écoute pas, ils disent « Ah, voilà, c'est Aunt Jemima ». Et je vis, et les noirs aussi. Quand nous étions petits, ça n'arrivera jamais. Hein. Je crois que, parce qu'il y a un manque dans notre société maintenant d'une identité personnelle d'abord, bien sûr, mais aussi une identité du groupe. Il ne veut pas être dans le groupe, il veut être isolé, seul. Il pense qu'il peut tous faire comme individu. Est-ce que ça signifie que les Noirs rejettent leur propre communauté à ce moment-là? Je ne sais pas, parce que c'est assez compliqué. Déjà, les jeunes ont des problèmes, hein? N'importe quel jeune. Mais je crois que oui, on peut dire cela, parce qu'il y a des Noirs qui pensent s'ils sont blancs, il n'y aura pas de problème, alors ils veulent être avec les blancs. Mais en même temps, c'est parce qu'ils
ils pensent qu'ils ont un manque, ils sont le manque de puissance, le manque de pouvoir. Alors là, ils s'identifient avec les autres jeunes, pas avec les Noirs. Malgré le problème de dispersion et de démobilisation, il existe bien quelques organismes pour les Noirs. Par exemple, le Centre culturel inauguré en 1983 pour commémorer les 200 ans d'histoire des Noirs néo-écossais. Aussi, le Black United Front, le seul organisme à caractère politique. Mais en plus d'être miné par des querelles intestines, une autre des critiques, c'est que le Black United Front est subventionné par le gouvernement, donc limité dans ses revendications. L'organisme agit plutôt comme un lien entre les Noirs et les différentes agences gouvernementales. À mon avis, il faut être autonome. Je veux dire qu'il faut avoir d'abord un groupe noir qui sont forts, qui sait déjà leur histoire, qui ont certains buts, qui ont étudié l'histoire, la politique, comme ça, qui sont capables de mener les autres, mais sans l'aide du gouvernement, parce que ça ne marchera pas, à mon avis. Quel genre de personnes que vous voyez qui sont capables de mener les autres, par exemple? C'est ça le problème. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on est plus conservative aujourd'hui. Et c'est ça, il faut trouver des personnes qui savent marcher ou travailler avec les gens qui sont un peu conservatifs, mais qui savent aussi les pousser un peu sans les faire peur. En Nouvelle-Écosse, un Noir sur 4 termine son secondaire. Darnell Tolliver sera l'un de ceux-là. Il ne songe pas aux études universitaires, mais veut tout de même poursuivre ses études pour devenir électricien. Darnell et d'autres de sa génération sont parmi les Noirs qui poursuivent de plus en plus leurs études. Mais en 1989, ils sont cependant toujours dans l'ombre de leurs collègues blancs.